Quand j'ai ouvert la porte de ma propre maison cet après-midi de septembre, sentant encore mes jambes flageoler après 42 jours d'hospitalisation, j'ai trouvé des valises empilées dans le couloir. Mes valises. Mes affaires jetées sans soin, comme des ordures attendant d'être ramassées. L'odeur familière du café que j'avais moi-même planté et moulu pendant des années avait été remplacée par un parfum écœurant que je ne reconnaissais pas. Mon cœur s'est emballé quand j'ai entendu des pas venant de la cuisine, et alors elle est apparue. Ma belle-fille, Bruna, portant un tablier que j'avais brodé à la main, tenant une tasse de ma porcelaine préférée, celle que ma mère m'avait donnée pour mon mariage, et souriant. Ce n'était pas un sourire de bienvenue, c'était le sourire de quelqu'un qui venait de conquérir un territoire. Que vous soyez déjà arrivée, belle maman, dit-elle avec une douceur fausse qui me coupa comme du verre. Je vous attendais pour que nous discutions. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Elle pointe à une chaise dans la salle à manger, comme si j'étais une visiteuse. Ma respiration se bloqua dans ma gorge quand je remarquai que les meubles avaient été réorganisés, que mes cadres photos n'étaient plus sur le buffet, qu'il y avait de nouveaux tableaux au mur. Qu'est-ce qui se passe ici? Ma voix sortit faible, brisée par l'incrédulité. Bruna posa la tasse sur la table avec un mouvement calculé, croisa les bras et inclina la tête sur le côté, feignant la pitié. Cette maison est maintenant à nous, belle maman. À moi et à Raphaël. Nous avons pensé que c'était mieux ainsi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous avez été si malade, vous n'arrivez plus à vous occuper de tout ça toute seule. Ce serait trop de poids pour vous. J'ai senti tout mon corps trembler. J'ai cherché mon fils des yeux, mais il était derrière elle regardant le sol, incapable de croiser mon regard. Raphaël, mon unique fils, celui que j'avais élevé seul après que son père nous ait abandonnés quand il avait seulement 5 ans. Raphaël, pour qui j'avais travaillé 3/4 de travail comme infirmière pour payer une faculté privée. Raphaël, qui avait promis de toujours prendre soin de moi quand je serais vieille. Maintenant il était là, lâche et silencieux, tandis que sa femme me chassait de la maison que j'avais construite brique par brique de mes propres mains. 27 ans auparavant, j'avais 23 ans et un bébé dans les bras quand l'homme que j'avais juré d'aimer pour toujours a claqué la porte pour la dernière fois. Je me souviens du bruit de cette porte qui se fermait comme si c'était hier. L'écho a résonné dans la maison vide, et Raphaël a pleuré toute la nuit, comme s'il savait que quelque chose de fondamental s'était brisé. À cette époque, nous vivions dans une baraque en bois que mon père avait aidé à construire sur un terrain prêté. J'avais à peine terminé le lycée, j'avais abandonné mes rêves d'étudier les soins infirmiers pour me marier, et maintenant j'étais là, sans mari, sans argent, sans rien d'autre qu'un fils qui dépendait entièrement de moi. Les premières semaines ont été un flou de désespoir. Je me réveillais à 4 heures du matin pour prendre 3 bus jusqu'à l'hôpital où j'avais trouvé un emploi comme aide ménagère. Je laissais Raphaël à ma voisine, Donna Concession, une dame de 70 ans qui prenait soin de lui comme s'il était son propre petit-fils. Je travaillais jusqu'à 2 heures de l'après-midi, je récupérais mon fils, et à 4 heures j'étais à un autre emploi, comme employé dans une boulangerie. Raphaël dormait dans une boîte en carton recouverte de couverture pendant que je nettoyais les comptoirs et servais les clients jusqu'à 11 heures du soir. Ensuite, encore 3 bus pour rentrer à la maison. Je dormais 3 heures par nuit. Mon corps était un zombie fonctionnant en mode automatique, mu seulement par l'amour impossible que je ressentais pour cet enfant petit et sans défense. Ce fut ainsi pendant des années. Chaque centime que je gagnais était divisé entre la nourriture, le loyer et une épargne minuscule pour un jour acheter notre propre bout de terrain. Je n'achetais pas de nouveaux vêtements, j'utilisais les mêmes 3 pantalons et 4 chemisiers jusqu'à ce qu'ils soient déchirés. Je n'avais pas de chaussures à talons, je n'avais pas de rouge à lèvres, je n'avais rien qui ne soit absolument essentiel. Raphaël a grandi en portant des vêtements de friperie que je raccommodais moi-même la nuit, mais il est toujours allé à l'école propre, nourri et aimé. Je tenais à cela, qu'il n'ait jamais honte d'où nous venions. Quand Raphaël a eu 10 ans, j'ai réussi à entrer dans le cours technique d'infirmerie. J'étudiais à l'aube, après qu'il se soit endormi, avec des livres empruntés à la bibliothèque parce que je n'avais pas d'argent pour en acheter. Mes yeux me brûlaient de fatigue, ma tête me faisait mal, mais je ne m'arrêtais pas. Je savais que ce diplôme était notre passage vers une vie meilleure, et ce le fut. 2 ans plus tard, diplômé, j'ai trouvé un emploi dans un hôpital privé avec un salaire qui semblait une fortune comparé à ce que je gagnais avant. Finalement, nous avons acheté notre terrain, et moi-même,
avec l'aide de maçons que je payais petit à petit, j'ai commencé à construire notre maison, une vraie maison, avec des fondations, avec des murs en briques, avec un toit qui ne fuyait pas quand il pleuvait. Raphaël m'aidait les week-ends, portant des briques même étant encore un enfant, mélangeant du ciment, peignant les murs. Ce sera notre maison, mon fils, disais-je en ébouriffant ses cheveux moites, notre forteresse. Personne ne pourra jamais nous enlever ça. Il souriait, ce large sourire authentique qui illuminait mon monde entier. Quand je serai grand, maman, je travaillerai et je te donnerai une maison encore plus grande. Tu le mérites. Mon cœur se remplissait tellement que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je le croyais. Je croyais chaque mot. La maison fut terminée quand Raphaël avait 15 ans. Elle n'était pas grande, mais elle était à nous. 3 chambres, un salon, une cuisine, une salle de bain. Chaque pièce était un morceau de ma sueur, de mon sang, de ma vie sacrifiée. J'ai planté un jardin devant, avec des roses dont je prenais soin religieusement. J'ai brodé des rideaux pour chaque fenêtre. J'ai peint chaque mur de mes propres mains. Cette maison était plus que des briques et du ciment. C'était la preuve physique que j'avais gagné, que nous avions gagné. Des années plus tard, quand Raphaël est entré à la fac de gestion, je travaillais encore plus pour payer ses frais de scolarité. Il habitait à la maison, mais je tenais à ce qu'il ait tout ce dont il avait besoin, des livres, un ordinateur, des vêtements adéquats pour les stages. Je voulais qu'il ait toutes les opportunités que je n'avais jamais eues. Je voulais qu'il devienne quelqu'un, qu'il conquiert le monde, qu'il ne ressente jamais le goût amer de l'humiliation que je connaissais si bien. C'est en dernière année de fac qu'il a rencontré Bruna. Elle était camarade de classe, venait d'une famille avec de l'argent, toujours bien habillée, toujours avec les cheveux parfaitement coiffés, toujours avec les ongles faits. Au début, j'étais contente que mon fils ait trouvé quelqu'un. Il semblait amoureux, souriait plus, parlait d'elle avec les yeux brillants. Quand il l'a amenée pour connaître notre maison pour la première fois, j'ai essayé de ne pas remarquer la façon dont elle a regardé autour d'elle, comment ses yeux ont parcouru nos meubles simples, notre décoration humble, comment ses lèvres se sont incurvées en quelque chose qui n'arrivait pas à être un sourire, mais qui n'était pas non plus une désapprobation ouverte. C'était quelque chose de pire, c'était du dédain déguisé en politesse. Cosy, dit-elle, choisissant le mot avec soin. J'ai préparé mon meilleur dîner pour elle ce soir-là, mais elle a à peine touché à la nourriture. Je suis au régime, expliqua-t-elle souriant. Raphaël n'a semblé rien remarquer d'anormal, mais moi j'ai vu. J'ai vu la façon dont elle me regardait, comme si j'étais quelqu'un dont elle avait pitié, quelqu'un qu'elle tolérait seulement à cause de son petit ami. Si vous aimez cette histoire, et que vous souhaitez continuer à suivre des récits émouvants de dépassement de soi et de transformation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun nouveau contenu. Ils se sont mariés 1 an après que Raphaël ait obtenu son diplôme. J'ai payé la moitié du mariage, même sans avoir été invité à participer aux préparatifs. Bruna a tout organisé avec sa mère, elle a choisi le buffet, la décoration, la robe, tout sans me consulter. Je n'étais que la mère du marié, quelqu'un qui devait apparaître, sourire pour les photos et ne pas déranger. Le jour du mariage, j'ai mis ma plus belle robe, que j'ai achetée à crédit en 12 fois, et j'ai essayé d'ignorer les regards de sa famille, ces regards qui me scannaient de haut en bas, me jaugeant, me jugeant, me trouvant insuffisante. Après le mariage, ils ont habité dans un appartement loué pendant 2 ans. Je leur rendais visite occasionnellement, en apportant toujours des plats faits maison, parce que je savais que Bruna ne cuisinait pas. Elle remerciait toujours avec ce sourire poli et faux, elle mettait les pots dans le frigo, et je savais qu'elle jetait probablement tout après mon départ. Raphaël était en train de changer, je voyais ça avec une clarté douloureuse. Il visitait moins, appelait moins, et quand il venait me voir, il semblait toujours pressé, toujours en regardant sa montre, toujours avec des excuses sur des engagements que Bruna avait pris. Il y a 6 mois, quand j'ai découvert que j'avais un problème grave au cœur et que j'aurais besoin d'une opération, j'ai appelé Raphaël en pleurant. Il est venu immédiatement, il m'a embrassé, il a promis qu'il serait à mes côtés. « Tu vas aller bien, maman, je m'occupe de tout. » Et il s'en est vraiment occupé. Au début, il visitait l'hôpital tous les jours la première semaine. Mais au fur et à mesure que les jours se sont transformés en semaines et que les complications se sont accumulées, les visites se sont espacées. Bruna n'est jamais apparue, pas une seule fois. Elle n'aime pas trop les hôpitaux, expliquait Raphaël, sans me regarder dans les yeux. 42 jours plus tard, quand j'ai finalement obtenu mon congé, j'étais trop épuisée,
trop faible pour imaginer que quelque chose de terrible m'attendait à la maison. J'avais donné une copie de la clé à Raphaël il y a des années, pour les urgences. Je n'aurais jamais pensé qu'il utiliserait cette clé pour me trahir de la pire des manières possibles. Maintenant, là debout dans le salon que j'avais moi-même construit, en regardant mes valises dans le couloir, et cette femme portant mon tablier, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Mais ce n'était pas une brisure de désespoir, c'était une brisure d'illusion. La femme faible et sacrifiée que j'avais toujours été, était en train d'être détruite, et à sa place naissait quelqu'un que je ne connaissais pas encore, mais qui était furieuse, profondément furiosa. « Vous ne pouvez pas faire ça, dis-je, et ma voix était plus ferme maintenant. C'est ma maison, j'ai construit chaque centimètre carré. » Bruna soupira, comme si elle avait affaire à un enfant têtu. « Belle-mère, soyez réaliste, vous n'êtes pas en état de vivre seul. Vous pourriez avoir un autre problème de santé. Nous faisons ça pour vous. Nous avons déjà trouvé une très bonne maison de retraite, où vous aurez une assistance médicale, de la compagnie, tout ce dont vous avez besoin. » Maison de retraite, l'indignation m'embrasa. « J'ai 50 ans, je ne suis pas une vieille invalide, mais vous êtes malade, » rétorqua Bruna, en croisant les bras, « et fragile. Vous ne pouvez pas travailler, comment allez-vous payer les factures de cette maison? Soyez pratique. » Raphaël, je me tournai vers mon fils, qui regardait toujours le sol comme un lâche. « Tu vas rester là sans rien dire à écouter ça? Tu vas vraiment me faire ça? » Il finit par lever les yeux, et ce que j'y vis me détruisit plus que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Il y avait de la culpabilité, oui, mais aussi de la soumission, de la résignation, comme s'il avait déjà pris une décision, et qu'il attendait juste que je l'accepte. « Maman, » commença-t-il d'une voix hésitante, « tu as vraiment besoin de soins, on s'inquiète pour toi. Et enfin, la maison est à mon nom aussi, tu te souviens, le sol se déroba sous mes pieds. Quoi? Quand tu as fait ton testament il y a 3 ans, expliqua Bruna, avec un sourire victorieux qu'elle ne tenta même pas de cacher. Tu as légué la maison à Raphaël, au cas où il t'arriverait quelque chose. Techniquement, il en est déjà propriétaire pour moitié, et comme je suis sa femme, j'ai des droits aussi. Je me souvins alors. Je me souvins de ce jour chez le notaire, quand l'avocat m'avait convaincu de faire un testament pour protéger votre fils, au cas où il vous arriverait quelque chose. J'avais mis la maison au nom de Raphaël, parce que je pensais que je faisais ce qu'il fallait, en protégeant son avenir. Jamais, même dans mon pire cauchemar, je n'avais imaginé qu'il utiliserait ça contre moi. Mais je ne suis pas morte, dis-je, et ma voix tremblait de rage. Je suis vivante, je suis là. Mais vous pouvez mourir à tout moment, dit Bruna, et la froideur dans ses paroles était comme une gifle. Avec ce cœur fragile, il vaut mieux régler les choses maintenant, vous ne trouvez pas, éviter les problèmes futurs. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi refusa de plier. Je regardais cette femme avec son sourire cruel, et mon fils avec sa lâcheté pathétique, et je pris une décision. Je n'allais pas les laisser me détruire, pas après tout ce à quoi j'avais survécu. Sortez, dis-je, bas mais ferme. Pardon? Bruna haussa un sourcil. Sortez de ma maison, maintenant. Bruna rit, vraiment rit, comme si j'avais raconté une blague. Belle-mère, vous n'avez pas compris, nous n'allons nulle part. C'est vous qui partez. C'est ce qu'on va voir, dis-je, et je tournai le dos. Je pris mon sac, je pris les valises qu'ils avaient empilées, et je sortis par la porte d'entrée. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Ma récente opération me rappelait chaque pas, mais je marchais. Je marchais jusqu'à la maison de Germaine, ma vieille voisine, celle qui avait gardé mon fils quand il était bébé. Quand elle ouvrit la porte et vit mon visage, elle me tira à l'intérieur sans poser de questions. « Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille ?» Je racontais tout, chaque détail humiliant. Je pleurais pour la première fois depuis des années. Je pleurais jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal, jusqu'à ce que mes yeux gonflent. Germaine me serra dans ses bras, comme ma mère l'aurait fait si elle était encore vivante, et murmura « Tu es trop forte pour les laisser gagner, nous allons nous battre. » Les jours suivants, je cherchais chaque document que j'avais. Je découvris que juridiquement, la maison était toujours à mon nom. Le testament n'entrerait en vigueur qu'après ma mort. Tant que j'étais vivante, j'en étais la propriétaire légitime. Raphaël m'avait trompé, ou plutôt, Bruna l'avait convaincu de me tromper. J'engageai un avocat, avec le peu d'argent que j'avais mis de côté, et je déposai une action en réintégration de domicile. Mais cela prendrait du temps, et pendant ce temps, ils étaient dans ma maison, utilisant mes affaires, dormant dans mon lit. La rage que je ressentais était physique,
une créature vivante brûlant dans ma poitrine. Mais avec la rage vint quelque chose de plus puissant, la détermination. Je commençai à enquêter. Je parlais avec d'anciens collègues de Raphaël. Je rendis visite à des personnes de la famille de Bruna, que je connaissais vaguement. C'est ainsi que je découvris la vérité dévastatrice. Ils étaient criblés de dettes. Bruna venait d'une famille riche, oui, mais une famille qui avait tout perdu dans de mauvais investissements. Elle et Raphaël vivaient d'apparence, de cartes de crédit explosées, de prêts en retard. Ils avaient besoin de ma maison non par cruauté gratuite, mais par désespoir financier. Ils avaient l'intention de vendre ma maison pour rembourser leurs dettes. Cette révélation aurait dû me faire ressentir de la pitié, mais je n'en ressentis pas, parce qu'ils avaient choisi de me détruire au lieu de simplement demander de l'aide. Ils avaient choisi la trahison au lieu de l'honnêteté. 15 jours plus tard, lorsque l'ordonnance judiciaire sortit enfin, je retournai à ma maison accompagné. Voici la traduction du bloc 4 de 5 en français, en conservant fidèlement le contenu original, sans résumer, réécrire ou ajouter quoi que ce soit, et en préservant le format et la ponctuation. Une adaptation culturelle est proposée ensuite. Traduction littérale de 2 huissiers de justice. Raphaël ouvrit la porte, pâle comme un fantôme. Bruna était derrière lui, et pour la première fois, j'ai vu une vraie peur dans ses yeux. « Vous avez 24 heures pour partir », annonça-je, ma voix ferme et claire. « C'est ma maison, elle est à mon nom, et vous êtes ici illégalement. »« Mère, attends, on peut parler. » Raphaël commença, mais je levai la main. « Non, il n'y a rien à discuter. Vous m'avez expulsé quand j'étais la plus vulnérable, quand j'avais le plus besoin de vous. Vous avez essayé de me voler la seule chose que j'ai vraiment construite dans ma vie. Et pourquoi? Pour de l'argent? » Je regardais directement Bruna. « Je connais les dettes, je sais tout. » Son visage devint rouge, puis blanc. Raphaël se contentait de me regarder avec des larmes dans les yeux, mais j'étais au-delà de la compassion. « Si vous aviez besoin d'aide, vous auriez dû demander. »« Je suis votre mère, » dis-je à Raphaël, et ma voix finit par se briser. « J'aurais fait n'importe quoi, mais vous avez choisi de me traiter comme des ordures. Vous avez choisi de m'humilier, et maintenant, vous allez en assumer les conséquences. » Ils sont partis le lendemain. Ils n'ont emporté que leurs vêtements. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas regardé par la fenêtre quand leur voiture a disparu dans le virage. J'ai simplement fermé la porte. Je me suis appuyé contre elle et j'ai respiré. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai respiré librement dans ma propre maison. Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles. Raphaël a essayé de m'appeler plusieurs fois, mais je ne répondais pas. Je n'étais pas prête. Bruna, j'ai appris plus tard, l'a quitté quelques mois plus tard, quand elle a réalisé qu'il n'y avait plus d'argent facile. Il a perdu son emploi, perdu son appartement, perdu tout. Une partie de moi, cette partie maternelle qui ne meurt jamais complètement, a ressenti de la douleur pour lui. Mais une partie plus grande, la partie qu'il avait trahie, est restée ferme. Il devait apprendre. Il devait comprendre le poids de ses choix. J'ai repris le travail, à temps partiel, dans une petite clinique. Mon cœur était plus faible, oui, mais mon esprit était plus fort que jamais. J'ai refait mon jardin, j'ai planté de nouvelles roses, j'ai repeint les murs, effaçant toute trace de leur présence. J'ai redécoré chaque pièce, transformant cette maison non seulement en ce qu'elle était, mais en ce qu'elle aurait toujours dû être, mon sanctuaire, mon territoire sacré. Un an plus tard, un samedi matin, j'ai entendu une timide frappe à la porte. Quand j'ai ouvert, Raphaël était là, plus mince, plus vieux, avec des cernes profonds et des vêtements froissés. Il n'a rien dit pendant un long moment. Il m'a juste regardé avec ses yeux que je connaissais depuis sa naissance. « Mère, » dit-il finalement, et sa voix était brisée. « Je suis tellement désolé. Je suis désolé pour tout. J'ai été un lâche, un fils terrible. Tu ne méritais rien de tout ça. » Je restais silencieuse, attendant. Il avait besoin de tout dire. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon emploi, mon mariage, ma dignité. J'ai perdu la seule personne qui a vraiment toujours été de mon côté. Et le pire, c'est que je le mérite. Je mérite chaque mauvaise chose qui m'est arrivée. Des larmes coulaient sur son visage maintenant. Je ne te demande pas pardon. Je n'espère pas que tu me pardonneras. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends ce que tu as traversé pour m'élever, tout ce que tu as sacrifié, et comment j'ai jeté tout ça à la poubelle. J'ai regardé mon fils, cet homme brisé qui était autrefois ce petit garçon souriant, portant des briques pour construire notre maison, et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Ce n'était pas le pardon, pas encore. C'était quelque chose de plus complexe. C'était la reconnaissance que nous sommes tous humains, tous imparfaits, tous capables d'erreurs dévastatrices, et aussi capables d'apprendre de celles-ci. Entredis-je,
en m'écartant de la porte. Il entra hésitant, regardant autour de lui, comme s'il voyait la maison pour la première fois. J'ai préparé du café, nous nous sommes assis à la table, et nous avons parlé, vraiment parlé, pour la première fois depuis des années. Je ne l'ai pas pardonné ce jour-là, ni le suivant. Le vrai pardon prend du temps. Il doit être reconstruit brique par brique, tout comme cette maison. Mais j'ai ouvert la porte à la possibilité, et c'était déjà quelque chose. Raphaël a reconstruit sa vie lentement. Il a trouvé un nouvel emploi, un petit appartement. Il me rendait visite une fois par semaine, apportant toujours des fleurs pour le jardin. Il ne demandait jamais rien, ne présumait jamais rien. Petit à petit, nous avons réappris à être mère et fils. Pas de la même manière qu'avant. Cette innocence était perdue à jamais, mais d'une manière plus honnête, plus réelle. Qu'ai-je appris de tout ça? J'ai appris que la force n'est pas de ne jamais tomber. La force est de se relever quand tout à l'intérieur de vous veut rester au sol. J'ai appris que le pardon n'est pas de la faiblesse, mais ce n'est pas non plus une obligation. J'ai appris que parfois les personnes que nous aimons le plus vont nous blesser profondément, et nous avons le droit de protéger notre cœur. J'ai appris qu'une maison est plus que des murs et un toit. C'est le symbole physique de notre résistance, de notre capacité à construire quelque chose de bien au milieu du chaos. Et plus important encore, j'ai appris que jamais, jamais je ne suis seulement la femme qui sacrifie tout pour les autres. Je suis aussi la femme qui se bat pour elle-même. La femme qui, adaptation culturelle pour un public francophone. Ici, je vais adapter les noms des personnages et des lieux, et ajuster certaines expressions pour un public francophone plus typique. De deux huissiers de justice, Antoine ouvrit la porte, pâle comme un fantôme. Chloé était derrière lui, et pour la première fois, j'ai vu une vraie peur dans ses yeux. Vous avez 24 heures pour déguerpir, annonçai-je, ma voix ferme et claire. C'est ma maison, elle est à mon nom, et vous êtes ici sans droit ni titre. Maman attend, on peut discuter. Antoine commença, mais je levai la main. Non, il n'y a rien à discuter. Vous m'avez mise à la porte, quand j'étais au plus mal, quand j'avais le plus besoin de vous. Vous avez essayé de me voler, la seule chose que j'ai vraiment construite dans ma vie. Et pourquoi? Pour le fric. Je regardais directement Chloé. Je connais les embrouilles. Je sais tout. Son visage devint rouge, puis blanc. Antoine se contentait de me regarder avec des larmes dans les yeux. Mais j'étais au-delà de toute pitié. Si vous aviez besoin d'un coup de main, vous auriez dû me le demander. Je suis votre mère, dis-je à Antoine, et ma voix finit par se briser. J'aurais fait n'importe quoi. N'importe quoi. Mais vous avez choisi de me traiter comme une vieille chaussette. Vous avez choisi de m'humilier. Et maintenant, vous allez en payer le prix. Ils sont partis le lendemain. Ils n'ont emporté que leurs affaires. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas regardé par la fenêtre quand leur bagnole a disparu dans le virage. J'ai simplement fermé la porte. Je me suis appuyé contre elle et j'ai respiré. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai respiré librement dans ma propre maison. Les mois qui ont suivi n'ont pas été de tout repos. Antoine a essayé de me joindre plusieurs fois, mais je ne décrochais pas. Je n'étais pas prête. Chloé, j'ai appris plus tard, l'a largué quelques mois plus tard, quand elle a réalisé qu'il n'y avait plus de magot facile. Il a perdu son boulot, perdu son appart, perdu le fil. Une partie de moi, cette fibre maternelle qui ne lâche jamais prise, avait de la peine pour lui. Mais une partie plus importante, celle qui l'avait trahi, est restée inflexible. Il devait comprendre, il devait réaliser le poids de ses conneries. J'ai repris le travail, à mi-temps, dans un petit cabinet médical. Mon cœur était plus fragile, oui, mais mon moral était acier. J'ai refait mon jardin, j'ai planté de nouvelles roses, j'ai repeint les murs, effaçant toute trace de leur passage. J'ai relooké chaque pièce, transformant cette maison non seulement en ce qu'elle était, mais en ce qu'elle aurait toujours dû être, mon havre de paix, mon sanctuaire. Un an plus tard, un samedi matin, j'ai entendu une timide sonnerie à la porte. Quand j'ai ouvert, Antoine était là, plus maigre, plus marqué, avec des cernes à faire peur et des fringues froissées. Il n'a rien dit pendant un long moment. Il m'a juste regardé avec ses yeux que je connaissais depuis sa naissance. Maman, dit-il finalement, et sa voix était brisée. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé pour tout. J'ai été un sale type, un fils indigne. Tu ne méritais vraiment pas ça. Je restais silencieuse, attendant. Il avait besoin de vider son sac. J'ai tout gâché. J'ai perdu mon job, mon couple, ma fierté. J'ai perdu la seule personne qui a toujours été là pour moi. Et le pire, c'est que je l'ai bien cherché. Je mérite tout ce qui m'arrive. Des larmes coulaient sur son visage maintenant. Je ne te demande pas ton pardon. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que maintenant, je comprends ce que tu as enduré pour m'élever.
tout ce que tu as sacrifié, et comment j'ai tout balancé par la fenêtre. Non, Raphaël Brunin est Antoine Chloé. Ces noms sont plus communs et naturels en France. Expression, car comas consequentia, ont payé le prix. Plus idiomatique, vous siete 24 horas para hacer. Vous avez 24 heures pour déguerpir. Oh, vous avez 24 heures pour déguerpir. Oh, vous avez 24 heures pour plier bagages. Oh, vous avez 24 heures pour foutre le camp. Choix en fonction du ton souhaité. Mais l'inventite. J'ai adapté le vocabulaire pour un registre plus familier dans certaines phrases, espagnol au lieu de voiture, fric au lieu de argent. Le choix précis du niveau de langue dépend de la direction artistique. Référence culturelle. Pas de changement majeur ici, car le récit est assez universel. Faute et erreur. Aucune faute ou erreur. Le texte source était impeccable. Cette adaptation maintient l'essence de l'histoire tout en la rendant plus naturelle et accessible à un public francophone. Je reconnais ma propre valeur, la femme qui n'accepte pas les miettes d'amour ou de respect. Je suis la femme qui a construit une maison de ses propres mains et qui n'a pas permis qu'on la lui vole. Je suis la femme qui a survécu à l'abandon, à la pauvreté, à la trahison, et qui pourtant reste debout, respirant, vivant, s'épanouissant. Aujourd'hui, quand je regarde ma maison, rien qu'à moi, je vois plus que des briques. Je vois chaque nuit blanche, chaque ampoule sur mes mains, chaque larme versée en silence. Je vois toute mon histoire écrite dans chaque pièce. Et je sais, avec une certitude absolue, que personne ne me l'enlèvera jamais plus. Parce que ce n'est pas juste une construction physique. C'est la preuve inébranlable que j'ai vaincu, que j'ai de l'importance, que ma vie, mes sacrifices, ma douleur, tout a eu un sens. Et si vous lisez ceci en traversant quelque chose de similaire, laissez mon histoire être la preuve que vous aussi, vous pouvez vaincre, que vous aussi vous comptez, que vos batailles ne sont pas vaines. Levez-vous, battez-vous, protégez ce qui est à vous, et ne permettez jamais, jamais à personne, pas même ceux que vous aimez le plus, de vous convaincre que vous ne méritez pas dignité, respect et un endroit à vous. Ceci est ma maison, ceci est mon territoire, ceci est ma victoire, et personne ne me l'enlèvera jamais plus.